Alors salut tout le monde, bienvenue. Je voudrais juste vous faire une petite vidéo où je partage avec vous quelques petites astuces qui peuvent certainement vous aider quand vous écrivez du code Python. Alors, on va d'abord commencer par la première astuce qu'on appelle les context managers. Donc, c'est quoi les context managers? Donc, context manager. Alors, pour vous expliquer un peu les context managers, je vais créer ici un petit fichier. Donc, je vais créer un fichier que j'appelle fichier.txt. Et là, je vais zoomer mon éditeur. Et ici, dans ce fichier-là, je vais écrire, par exemple, ceci est un contenu texte. OK? J'enregistre ce fichier-là et je viens ici en Python. Normalement, c'est comme ça que j'ouvrirai ce fichier. Donc, vous faites un fichier reçoit open, vous donnez le nom du fichier, ce qui est fichier.txt, virgule, très souvent vous mettez un R pour dire que vous l'ouvrez en lecture. Après, vous faites donner une variable, par exemple, disons contenu. C'est fichier.read. Ok, on lit le fichier. Alors, il n'y a pas de point virgule ici, Python. Excusez-moi, je faisais du Java depuis lors, donc voilà. Et après, vous pouvez mettre un print contenu. Ok, et ça, on peut directement. Alors, je vais ouvrir juste mon terminal. Donc, on peut tester ça en mettant Python main.py et on voit qu'on a bien lu le fichier. Mais le problème, c'est qu'ici, on n'a pas fermé notre fichier. Donc, il faudrait, après la lecture, que l'on fasse un fichier.close. Une fois que l'on fait ça, on peut dire que notre code, il est fonctionnel, il est bien. On a ouvert un fichier, on a lu le contenu du fichier, on l'a fermé, on a affiché le contenu. Donc, c'est excellent. Mais le problème avec ça, c'est que vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'on ouvre le fichier, il faut qu'on le ferme. Et c'est là que les context managers rentrent en jeu. Les context managers sont c'est une astuce de Python, ou je dirais c'est une fonctionnalité de Python qui vous permet de vous gérer l'occupation mémoire entre guillemets. C'est-à-dire à chaque fois que vous faites des opérations qui manipulent des objets qui risquent de rester dans la mémoire, les context managers vous permettent en fait de vous gérer ces espaces occupés par ces objets-là. Donc, vous, tout ce que vous faites, c'est que vous contentez de manipuler l'objet et le context manager, lui, il saura quand vous avez terminé avec cet objet, il va aller l'écraser dans la mémoire. Donc, pour ce faire, on va ce code-là, on va le changer en ceci. Donc, on va créer notre variable contenu ici. On va dire qu'elle est non. OK. Et on va faire notre context manager. Donc, le context manager qu'on va voir ici, c'est le with, c'est le mot-clé with. Donc, on va faire un with open. Et on donne le nom du fichier. Donc, fichier.txt. On dit qu'on l'ouvre en R. As, on dit par exemple fichier. On le met dans la variable fichier. Et on fait 2 points. Et à partir de là, maintenant, on peut mettre en contenu reçoit fichier.read. OK. Fichier.read et sortir de notre boucle et faire un print de contenu. Alors cette fois-ci, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus le fichier .close parce que à la sortie de notre bloc with, automatiquement le fichier il est fermé par le context manager. Donc si on compile ce code, on a exactement le même résultat, mais ce code il est beaucoup plus pythonique, il est beaucoup plus optimal entre guillemets que le code qu'on a écrit tout à l'heure. Donc c'est ça que je voulais vous montrer par rapport au context manager. Donc l'autre astuce que l'on va voir maintenant, c'est les underscore placeholders. Alors, c'est quoi les underscore placeholders? Souvent,
quand vous faites de la data science ou bien quand vous utilisez Python, même si c'est avec du développement classique, vous pouvez avoir des variables qui contiennent de grandes nombres. Par exemple, je peux avoir une variable que je vais appeler budget. Ok? Disons que c'est le budget d'un club de foot ou whatever. Et dans budget, on a par exemple, disons, allez, on a ce nombre-là, ce grand nombre. Le problème, c'est que dans la vraie vie, pour qu'on puisse lire ces nombres-là, on ne peut pas les écrire comme ça. D'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare par milliers, par exemple par unité, dizaines, centaines. Dans ce nombre, je peux le séparer comme ça. Et là, par exemple, je peux dire que c'est 1 milliard, je peux dire que c'est 10 millions de milliards, par exemple. Mais là, c'est parce que j'ai séparé par des espaces, donc j'arrive plus facilement à me retrouver avec ce nombre. Alors, en Python, vous ne pouvez pas l'écrire comme ça, parce que si vous l'écrivez comme ça, l'espace, ça va créer une erreur. Donc ici, si je fais un print de budget et que je compile ce code-là, il me dit il y a une erreur. Effectivement, il dit que les espaces, il ne les reconnaît pas. Ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez pas aussi rajouter des virgules. Donc, si vous rajoutez des virgules, ça donne autre chose. Disons par exemple, on va séparer par des virgules. Si on essaie de séparer par des virgules et qu'on essaie d'afficher cette variable, print budget, et là, il nous donne autre chose. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il transforme ce nombre en un tuple. Vous voyez que ça, c'est pas vraiment 10 millions de milliards en nombre, mais c'est un tuple qui contient 10, 0, 0, 0, 0. C'est pas ça dont on a besoin. Si aussi vous décidez de séparer par des points à la place des virgules, ça donne autre chose. Si vous décidez de séparer par des points, déjà vous voyez que la coloration syntaxique, elle ne parvient plus à reconnaître parce que le point, il signifie déjà virgule en informatique. Donc si on fait un print de budget, là, on a un problème. Il ne sait pas ce que ça signifie. Donc ça, c'est un exemple typique en fait d'un endroit où on peut utiliser les underscore placeholders. Alors malheureusement, cette astuce-là n'est pas très connue, mais c'est quelque chose qui est très utile. En tout cas, moi, je l'utilise beaucoup dans mon code en Python. L'idée, c'est que si moi, je veux séparer maintenant ce nombre-là, je vais utiliser des underscores. Donc, je peux faire ici underscore séparé avec des underscores. Quand vous séparez avec des underscores, Python maintenant, il ne râle pas, il comprend que c'est toujours 10 millions de milliards. Okay? Vous pouvez séparer par des underscores. Après, maintenant, faire des prints, par exemple, afficher. Si on affiche cette fois, on se rend compte que ça marche. Python a compris que les underscores n'ont aucune signification. En fait, c'est juste pour aider l'utilisateur. Alors, vous pouvez rajouter une autre variable somme, par exemple. Vous dites que somme, c'est 1 million. Donc, je fais un 1 séparé. Je mets 3 0, 3 0. Et vous faites un budget plus somme. OK? Et là, une fois que vous faites ça, vous avez ce nombre-là. OK? Le résultat. Alors, vous pouvez aussi, en affichant, vous voyez quand on affiche ici, on se rend compte en fait qu'il ne sépare plus. Et peut-être vous voulez qu'en affichant, que ça soit séparé, que ça soit beaucoup plus facile à lire. Donc, si vous voulez que le résultat, lors de l'affichage, qu'il garde la même séparation, vous pouvez mettre un F ici pour dire que vous formatez et vous mettez du string interpolation. Et là, vous mettez 2 points et vous lui dites que vous voulez formater avec le underscore. Je pense que ça va marcher. Alors, disons qu'on va formater avec la virgule. Je pense que c'est mieux. Ah oui, j'ai mis un truc de trop ici. Donc, remettons notre underscore. OK? Et là, vous voyez maintenant qu'il le formate avec notre underscore. Donc, il l'affiche exactement comme on le veut. Si on veut formater avec des points, on formate avec des points. Ah, ok. Non, en fait, le point, il est déjà utilisé pour quelque chose donc, en Python. On peut formater avec des virgules.
Après, vous pouvez formater par n'importe quel caractère. Je pense qu'il faut juste que ce caractère ne soit pas, utilisé par Python. On va formater par le i. Ouais, le i aussi, il est connu en fait pour les int. Donc moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je formate par les underscores. Ok? Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer avec les underscore placeholders. Ok? Maintenant, on va voir le unpacking. Alors, c'est quoi le unpacking? L'unpacking, c'est qu'en Python, on a des structures de données qu'on appelle les tuples. Alors, ça n'existe pas seulement en Python, hein, il y a d'autres langages qui ont implémenté ces structures de données-là. Mais les structures de données en tuples, c'est souvent des structures de données qui nous permettent de garder des paires ou des triplés de nombres ou des n-uplés de nombres. Okay? Supposons maintenant que j'ai mon tuple qui me permet de garder, par exemple, les coordonnées d'un point dans l'espace. Par exemple, je dirais que l'axe des abscisses, c'est 25, l'axe des ordonnées, c'est 14, l'axe des cas de la hauteur, c'est, je dirais, allez, 56. Si j'affiche ce tuple-là, print tuple, ok? Donc, si je l'affiche, automatiquement, j'ai ça. Maintenant, supposons que nous, on veut directement récupérer le contenu de ce tuple-là. On peut par exemple dire que x, virgule, y, virgule, k reçoivent, ou bien z reçoivent tuple. Et automatiquement afficher, par exemple, ici, dire x égale, par exemple, on donne x, virgule, y égale, on donne la valeur de y, z égale, on donne la valeur de z. Ok? Et là, maintenant, si on affiche ce résultat, on voit que x égale 25, y égale 14, z égale 56. Donc, ce qu'il fait, c'est que quand vous faites cette ligne de code-là, ce qu'il fait, il va prendre en fait le 25, il l'associe au x, le 14, il l'associe au y, le 56, il l'associe au z. Maintenant, si vous ne voulez pas récupérer le y, vous placez juste un underscore ici. Si vous placez un underscore, maintenant, le y, vous ne pouvez plus le récupérer, la variable y, elle n'existe plus. Et donc, vous pouvez juste afficher x et z. Donc, si vous voyez bien, x garde toujours 25 et z garde toujours 56, il saute le 14. Donc, quand vous voulez dire à Python de sauter un élément, entre guillemets, de ne pas prendre un élément, vous l'assignez à une variable dont le nom est underscore. Et automatiquement, Python ne va pas unpacker le contenu de ce tuple-là à cet indice dans cette variable-là. OK? Alors, ce que je vais vous montrer avec le unpacking toujours, donc je vais continuer à mettre des valeurs comme ça. Supposons que ça, c'est un vecteur qui représente quelque chose dans notre programme. Ce vecteur-là, il est là. Alors, si je veux juste récupérer les deux premiers, donc les trois premiers, x, y, z, et tout le reste, par exemple, si je fais ça, si je fais juste ça, et que j'affiche, si je fais... alors, si je fais juste ça, si je compile, j'ai une erreur. Donc, l'erreur que j'ai, c'est que j'ai plus de valeurs ici que de variables où Python doit le mettre. Donc, il ne sait plus comment est-ce qu'il doit s'arranger pour unpacker ces données-là et les mettre dans ces différentes variables. Alors, ce qui se passe à partir de là, c'est que soit on dit qu'on va récupérer les trois premières variables, les trois premières valeurs et le reste dans D, soit on va récupérer les deux premières valeurs, le reste dans Z et la dernière valeur dans D, ainsi de suite. Donc, nous, on va dire qu'on va récupérer les trois premières valeurs dans X, Y, Z et le reste, on le met dans D. Dans ce cas, le D, il faut lui assigner un étoile devant, le signe étoile. Et dans ce cas, si on affiche le D, par exemple, je dis D égale, j'affiche le D, automatiquement, vous voyez que dans D, dans X, il y a 25, dans Z, il y a 56, et dans D, il y a tout le reste en fait. Okay? Il y a 45, 25, 10, 25, 48, 15. Okay?
Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre devant le Z l'étoile et le D vous l'enlevez. Vous allez voir que le D va prendre la dernière valeur qui est le 15. Le Z, il a pris de 56 à 48 et le X, il a pris le 25 et le Y, il va prendre le 14. Donc ça, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer avec le unpacking. Donc le unpacking, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ok? Alors, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est les ternaires. Les ternaires, c'est quoi? Imaginons qu'on a par exemple, on veut connaître, on va dire, si on va avoir une note. Okay? On va avoir une note d'utilisateur. On va dire que la note c'est 38 et on va nous fixer des règles. On va se dire que si la note est supérieure à 25, on assigne à la variable âge 18, sinon on l'assigne 55 par exemple. Alors pour traduire ça, normalement on doit créer une variable âge ici. On dit que âge c'est non, ok? Ou bien on dit que âge c'est 0 par exemple. Mais je préfère mettre non, ok? Après on va faire un if not, ok? If not est alors j'ai un problème pour les supérieurs, donc je vais venir ici prendre ce signe, un signe supérieur ici. Oups, excusez-moi, j'ai un problème avec ma machine pour mettre des signes supérieurs. Donc allez, je vais prendre ce signe là, inférieur, ok, ici. Donc on va dire si note est inférieure à 18, ok, on va faire âge reçoit. Si note est inférieure à 20, on va dire âge reçoit 18, ok. Sinon, âge reçoit 55. C'est ça qu'on s'était dit. Si on compile ce programme, alors si on affiche âge, print âge. Vous voyez qu'ici, si on affiche âge, on a bien âge 55. Mais regardez, on a écrit 9 lignes de code. Alors si j'enlève les espaces ici et tout, on a écrit 7 lignes de code juste pour assigner la variable âge suivant une condition. C'est là en fait que les ternaires rentrent en jeu. Les ternaires nous permettent de raccourcir tout ça, toutes ces 7 lignes de code là, en une seule ligne de code. En faisant quoi? Les ternaires fonctionnent comme ceci. La variable que vous voulez assigner, vous lui mettez, vous la donnez, vous mettez qu'elle reçoit ce qu'elle doit recevoir si la condition est vraie. Par exemple, elle doit recevoir 18. Elle doit le recevoir quand? Si note, alors note, il faut qu'on ait la variable note avant. Donc note égale 38. Donc elle doit recevoir ça si note est inférieure à 20. Et sinon, elle doit recevoir 55. Donc c'est comme ça en fait qu'on écrit des ternaires. Vous mettez la valeur, le cas où le test il est vrai. Après vous mettez un sinon et vous mettez la valeur, le cas où le test il est faux. Ok? Et là, si on affiche ce code là, il faut qu'on affiche âge. Si on affiche ce code là, il fait exactement la même chose que notre code précédent. Donc ça, c'est les ternaires en Python. Alors, les deux dernières choses que je veux vous montrer, c'est enumerate et zip. On va d'abord voir enumerate. Alors, si vous avez un tableau, disons qu'on a une liste de données, par exemple qu'on appelle nom, ou bien je vais l'appeler ami. Ok, j'ai une liste qui garde les noms de mes amis, par exemple je vais dire Tierno, ok, je vais dire, allez, Seydina, je vais dire, allez, Aminata, ok, donc j'ai une liste qui garde les noms de mes 3 amis. Donc si je fais ici, si je veux parcourir cette liste en ayant les indices, ce qu'on peut faire classiquement, c'est mettre une variable index, par exemple, ou bien indice, et l'initialiser à 0, et dire for ami, par exemple, in ami,
ok, print indice virgule ami et mettre un indice plus égal 1 par exemple. Et là, si on a fait ça, on a 0 Thierno, 1 Sedina, 2 Aminata. Donc on a les indices et les valeurs. Mais ce code-là, il n'est pas vraiment pythonique. Si vous voulez faire ça en Python, il faut utiliser ce qu'on appelle énumérer. Dans ce cas, on va carrément enlever notre 0 et enlever notre indice de soi, indice plus 1. Et ici, mettre la variable indice ici. Ok? Donc, on unpack indice et on appelle une fonction qui s'appelle enumerate, qui prend en entrée notre liste et qui énumère cette liste-là en donnant les indices et la valeur. Donc ça, ce code, il fait exactement la même chose que l'on a fait tout à l'heure. Alors, si vous ne voulez pas commencer par 0, vous pouvez juste donner ici la valeur start et vous lui dites c'est 1. Vous voulez commencer par 1. Donc, si vous faites ça, vous avez 1, 2, 3 comme indice. Si vous voulez commencer par 10, vous pouvez le faire. Et les indices, c'est 10, 11, 12, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous montrer avec enumerate. La dernière astuce que je vais vous montrer, c'est zip. Alors, imaginons qu'on a maintenant les amis, on a aussi le plat préféré. Disons par exemple plat. Ok? Et chaque ami dans notre tableau amis, on lui fait correspondre un plat. Par exemple, on va dire Tierno, c'est Tieb. Sedna, on va dire c'est Mafé. Aminata, on va dire c'est Domoda. Ok? Maintenant, supposons que l'on veut afficher chaque ami avec son plat. Alors, une manière classique de le faire, c'est de dire, encore une fois, c'est de garder nos indices ici, par exemple, et de dire, on va commencer par 0. Ok? On enlève le start. Et pour chaque ami, on récupère, on va dire, plat égale plat de indice, par exemple. Plat de indice. Et ici, on va afficher indice, ami et plat. Ok? Ça, ce serait peut-être une manière d'afficher ça. On va dire 0, Tierno, Tieb, Sedna, Mafé, Aminata, Domoda. Mais on peut se passer de cette ligne-là. On peut carrément ici venir et dire, on va pas faire ça, mais on va récupérer les plats comme ça et on va faire, au lieu d'énumérer, vous mettez un zip. Donc zip, ce qui permet de faire, c'est de parcourir deux tableaux simultanément. Donc vous mettez un zip et vous mettez les plats, virgule et les amis. Ok? Et là, vous récupérez carrément amis et plats. Ok? Donc vous voyez que ici zip nous permet de parcourir deux tableaux en même temps. Alors on peut aussi mettre trois tableaux. On peut mettre aussi les entreprises où ils travaillent. Par exemple, on peut dire entreprise. Ok? Et là, on va mettre, on va dire par exemple pour Tierno, c'est Bantou. Alors pour Sedna, c'est Atos. Et pour Aminata, on va dire c'est Medi 1 TV. Ok? Et là maintenant, pour zip, on peut aussi rajouter entreprise. Ok? Et là, on va récupérer les entreprises de chaque truc et on le fait comme ça. Et une fois que vous faites ça, vous exécutez, vous avez chaque personne, ses plats et les entreprises où il travaille. Donc voilà, merci beaucoup, c'est ce que je voulais vous montrer. Je pense que je reviendrai aussi dans une autre vidéo où je continuerai avec d'autres astuces.